La petite fille autiste du millionnaire criait dans le restaurant. Mais la nounou a tout changé. Abonnez-vous à la chaîne et commentez d'où vous regardez. Le bruit des assiettes s'entrechoquant sur les tables en marbre portait cette élégance froide typique de la ville du Sud. Le restaurant, situé au cœur du quartier de Lourdes à Lyon, était un temple de la haute gastronomie française, où des hommes d'affaires concluaient des affaires de plusieurs millions autour d'un pain au chocolat et d'un café spécial. Les murs en briques apparentes contrastaient avec des lustres en cristal importés, créant une ambiance qui murmurait la prospérité à chaque détail. Ce jour-là, ensoleillé de mars, François Martin ajustait nerveusement sa cravate italienne tout en observant sa fille Camille jouer avec les fourchettes en argent. À 45 ans, il était l'un des promoteurs immobiliers les plus respectés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de la construction des principaux hôtels-boutiques de la capitale. Son visage carré et sa barbe bien taillée transmettaient la sécurité de quelqu'un habitué à diriger des réunions de direction, mais à ce moment-là, ses yeux marrons révélaient une inquiétude qu'il tentait de dissimuler. « Camille, ma chérie, arrête de balancer ta jambe comme ça !» murmura-t-il, lançant des regards furtifs aux tables voisines, où d'autres convives commençaient déjà à froncer les sourcils. La fillette de 7 ans, avec ses cheveux blonds attachés en 2 tresses et portant une robe rose en lin, semblait être dans son propre monde. Ses yeux bleus brillants se fixaient sur le mouvement répétitif des fourchettes qu'elle frappait contre l'assiette dans un rythme que seule elle pouvait comprendre. Le bruit métallique résonnait dans la salle, coupant les conversations discrètes et le tintement civilisé des verres de vin. « François, il faut faire quelque chose !» chuchota Émilie, sa femme, entre ses dents serrées. À 38 ans, elle était l'une des influenceuses digitales les plus suivies de Lyon, connue pour ses posts sur le style de vie de luxe et la maternité parfaite. Ses cheveux bruns tombaient lisses sur ses épaules, encadrant un visage qui avait coûté 3 opérations esthétiques pour atteindre la symétrie désirée. Les gens regardent. Le couple avait choisi ce restaurant pour célébrer la signature d'un contrat important, un complexe hôtelier de 15 millions dans les Alpes. Cela devait être un moment de célébration, mais l'anxiété croissante de Camille transformait tout en un cauchemar public. Soudain, le bruit des fourchettes s'arrêta. Camille lâcha les ustensiles et commença à balancer son corps d'avant en arrière, un mouvement répétitif que François reconnaissait comme un signe que quelque chose n'allait pas. Les lèvres de la fillette se contractèrent et un gémissement bas commença à s'échapper de sa gorge. « Non, non, non !» murmura Émilie, agrippant son sac Louis Vuitton comme si c'était un bouclier. « Pas ici, s'il te plaît !» Mais il était trop tard. Camille poussa un cri aigu qui déchira l'atmosphère comme une sirène. Dans un mouvement brusque, elle se jeta au sol en pierre, commençant à se débattre et à crier avec une intensité qui fit arrêter tous les serveurs au milieu de leurs tâches. « Trop fort, trop fort !» hurlait la fillette, se couvrant les oreilles avec ses petites mains. Le silence qui suivit était assourdissant. 30 paires d'yeux se tournèrent vers la famille Martin. François sentit le sang lui monter au visage alors qu'il tentait de se pencher pour prendre sa fille, mais Camille se tordait au sol comme si elle était en agonie physique. « Mon Dieu, quel manque d'éducation !» commenta une dame aux cheveux gris à la table voisine, sans se soucier de baisser la voix. « Où a-t-on déjà vu amener un enfant comme ça dans un endroit pareil ? Ça doit être du stress !» chuchota un autre client. « Ces enfants riches d'aujourd'hui n'ont pas de limite. » Émilie était paralysée, partagée entre la honte et une colère croissante qu'elle ne savait pas contre qui diriger. Ses mains tremblaient alors qu'elle manipulait frénétiquement son téléphone, probablement en calculant mentalement combien de likes elle perdrait si quelqu'un filmait cette scène. C'est alors qu'une figure se détacha du mouvement frénétique des serveurs. Une femme que personne n'avait remarquée jusqu'alors, brune de taille moyenne, portant l'uniforme bleu marine des aides du restaurant. Elle s'approcha de la table sans se presser, comme si elle savait exactement quoi faire. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un accent du sud de la France, s'adressant d'abord à François, puis s'agenouillant calmement à côté de Camille.
Regarde, je ne sais pas si tu vas réussir, commença François, mais il fut interrompu par la femme qui leva la main demandant le silence. Laide, qui portait un badge avec le nom Carmen Dupont, ne tenta pas de toucher Camille immédiatement. Au lieu de cela, elle se positionna dans le champ de vision de la fillette et commença à faire des mouvements doux avec les mains, comme si elle dirigeait un orchestre invisible. « Camille », dit-elle, d'une voix mélodieuse et grave. « Camille, regarde ici, ma chérie. » À la surprise de tous, la fillette diminua ses cris, encore en sanglots, mais clairement attentive à la femme agenouillée à ses côtés. Carmen commença à fredonner doucement une mélodie que personne ne reconnut. Un mélange de chansons folkloriques avec quelque chose qui ressemblait à une prière. Sa voix rauque mais juste créa une bulle de tranquillité au milieu du chaos. « Sors, sors, poisson, sors de l'étang !» chantait-elle, faisant des gestes qui imitaient des poissons nageant dans l'air. « Mets la main sur la tête, l'autre sur la barque !» Camille cessa de se débattre. Ses yeux bleus se fixèrent sur les mains de Carmen, suivant le mouvement hypnotisant des doigts bruns et calleux. Lentement, la fillette commença à s'asseoir, encore en reniflant, mais visiblement plus calme. « C'est bien, princesse », murmura Carmen, maintenant tendant la main ouverte vers Camille, sans forcer le contact. « On va respirer ensemble ? Inspire, expire. » Le restaurant entier observait dans un silence absolu. Même les serveurs avaient arrêté de faire semblant de travailler. François sentait ses jambes fléchir, partagé entre le soulagement et une admiration croissante pour cette femme qui, en quelques minutes, avait réussi ce qu'il n'avait pas pu faire depuis des mois. Carmen continua à fredonner tandis que Camille, peu à peu, acceptait sa présence. La fillette ne toucha pas la main tendue, mais s'arrêta complètement. Criait. Ses respirations se normalisaient et elle commença à balancer son corps de manière plus douce, presque comme si elle dansait assise. « Comment tu… » commença Émilie, mais sa voix faillit. « Chaque enfant a son propre rythme, » répondit Carmen simplement, gardant son attention sur Camille. « Il suffit de comprendre quelle est la musique qu'ils écoutent à l'intérieur. » 3 jours après l'incident à la ville de l'Aube, Carmen Santos se tenait sur le seuil de la porte de l'appartement qu'elle partageait avec ses 2 filles dans le quartier des Célestins, dans la région nord-ouest de Lyon. Son téléphone vibrait insistant dans sa main calleuse, affichant un numéro inconnu qu'elle hésitait à décrocher. À 42 ans, Carmen avait appris que les appels de numéros étranges apportaient rarement de bonnes nouvelles. « Allô ?» répondit-elle enfin, tout en observant par la fenêtre le mouvement de la rue pavée où des enfants jouaient à la draisienne entre les voitures garées. « Madame Carmen, ici François Martin, du restaurant. Vous vous souvenez de moi ?» La voix de l'homme d'affaires sonnait différemment au téléphone, moins confiante, presque hésitante. Carmen se souvint immédiatement de l'homme en costume gris et de la petite fille blonde qu'elle avait apaisée 3 jours auparavant. « Je me souviens, monsieur François. Comment va la petite Camille ? Écoutez, c'est exactement à propos de ça que je vous appelle. » François fit une pause, et Carmen pouvait entendre des voix étouffées en arrière-plan. « Auriez-vous la disponibilité de venir chez nous ? Je voulais discuter d'un travail. » Carmen fronça les sourcils. En 15 ans à s'occuper d'enfants, elle avait appris à se méfier des propositions vagues. « Quel genre de travail, monsieur François ? » « S'occuper de Camille, comme nourrice, à temps plein. » Le silence qui suivit fut rempli par le bruit des voitures passant sur l'avenue et par les cris joyeux des enfants jouant. Carmen sentit son cœur s'accélérer. Les emplois à temps plein étaient rares et bien rémunérés, mais ils venaient toujours avec des complications. « Puis-je savoir pourquoi ? Vous n'avez pas déjà quelqu'un pour s'occuper d'elle ? Nous avons déjà eu 5 nourrices au cours des 6 derniers mois, » admit François, et Carmen pouvait sentir la fatigue dans sa voix. Aucune n'a réussi à gérer les particularités de Camille. Carmen connaissait bien ses particularités. Au cours de ses années à travailler dans des crèches et comme nourrice privée, elle avait rencontré plusieurs enfants comme Camille.
Des garçons et des filles qui voyaient le monde différemment, qui avaient besoin de plus de patience et de compréhension que la plupart des adultes n'étaient prêts à offrir. Monsieur François, puis-je poser une question? Camille a-t-elle déjà été évaluée par un spécialiste? Un autre silence, plus long cette fois. Nous sommes en train d'explorer certaines possibilités, mais pour le moment notre priorité est de trouver quelqu'un qui puisse bien s'occuper d'elle. Carmen ferma les yeux. Elle savait ce que cela signifiait. Des parents qui étaient encore en train de nier ou d'essayer de cacher la neurodivergence de leurs enfants, comme si c'était quelque chose dont ils devaient avoir honte. Elle avait vu cela des dizaines de fois. D'accord, je peux venir demain matin pour en discuter plus en détail. Parfait, je vais envoyer un chauffeur vous chercher à 9 heures. Pouvez-vous me donner l'adresse? En dictant l'adresse, Carmen ressentit un mélange d'anxiété et d'espoir. Les emplois dans des familles riches pouvaient être compliqués, mais le salaire serait suffisant pour enfin rembourser le prêt de la maison et peut-être même reprendre ses études le soir. Le lendemain matin, une berline noire s'arrêta devant le portail rouillé de sa maison. Carmen avait choisi sa meilleure tenue, un pantalon noir et une blouse blanche à manches longues qui cachaient les cicatrices de brûlures qu'elle avait obtenues des années auparavant en travaillant dans une boulangerie. Ses cheveux crépus étaient attachés en un chignon bas, et elle portait un simple dossier avec ses références professionnelles. Le chauffeur, un homme silencieux d'âge moyen, la conduisit à travers les rues animées de Lyon jusqu'à ce qu'ils atteignent le quartier de Montchat, où de grandes maisons se cachèrent derrière des murs hauts et des jardins luxuriants. La résidence des Martin était une construction moderniste de 3 étages, avec de grandes fenêtres en verre et une façade mêlant béton apparent et pierre naturelle. Carmen fut accueillie par une employée en uniforme qui la conduisit à travers un hall d'entrée impressionnant, décoré d'œuvres d'art qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui coûtaient clairement plus que ce qu'elle gagnait en 1 an. L'odeur de produits de nettoyage coûteux se mêlait à un parfum floral, provenant d'un gigantesque arrangement d'orchidées blanches. « Vous pouvez attendre ici, dans le salon », dit l'employé, indiquant un espace vaste avec des canapés en cuir blanc et une télévision à écran géant. François apparut quelques minutes plus tard, vêtu d'un jean et d'un polo bleu marine. Sans le costume formel du restaurant, il semblait plus jeune et, étonnamment, plus vulnérable. « Madame Carmen, merci beaucoup d'être venue. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix tranchante résonna du haut de l'escalier en colimaçon qui dominait le salon. « François, tu ne peux pas être sérieux. » Émilie Martin descendit les escaliers comme si elle défilait, portant un ensemble de survêtements de marque qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Carmen. Ses cheveux étaient attachés en une haute queue de cheval, et même sans maquillage, elle conservait cette beauté artificielle que Carmen reconnaissait des magazines. « Émilie, nous avons déjà discuté de cela, » dit François, mais sa voix manquait de fermeté. « Nous avons discuté, en effet, et j'ai clairement dit que je n'étais pas d'accord. » Émilie se planta aux côtés de son mari, lançant un regard évaluateur à Carmen qu'elle ne tenta pas de dissimuler. Sans formation adéquate, sans référence de famille connue. Comment puis-je faire confiance, ma fille, à quelqu'un comme ça? Carmen sentit le sang lui monter à la tête, mais garda une expression neutre. Des années à traiter avec des employeurs difficiles lui avaient appris que réagir sur le moment ne faisait qu'aggraver les choses. « Madame Émilie, » dit-elle, gardant la voix calme. Je n'ai peut-être pas de diplôme universitaire, mais j'ai 15 ans d'expérience à m'occuper d'enfants. Et d'après ce que j'ai vu au restaurant, Camille a besoin de quelqu'un qui comprenne comment elle fonctionne, pas de quelqu'un avec un papier accroché au mur. Le visage d'Émilie se contracta. L'expérience ne remplace pas le savoir-faire technique. Camille n'est pas une enfant ordinaire. Elle a des besoins spéciaux qui nécessitent une préparation professionnelle. « Quel type de besoins ?» demanda Carmen directement. Le couple échangèrent des regards mal à l'aise. C'est François qui brisa le silence. Camille a quelques comportements difficiles, des crises comme celle du restaurant, des difficultés à dormir,
Des problèmes avec les changements de routine. Les autres nourrices n'ont pas réussi à gérer. Carmen hocha la tête. Et vous avez déjà cherché une aide spécialisée? Psychologue, neuropédiatre? Nous sommes en train d'évaluer, répondit Émilie sèchement. Mais ce n'est pas de votre ressort. Si je dois m'occuper de la petite, cela me concerne, répliqua Carmen, surprenant tout le monde, y compris elle-même, par la fermeté de sa voix. Je ne peux pas faire un bon travail si je ne comprends pas ce dont elle a besoin. À ce moment-là, le bruit de pas descendant l'escalier interrompit la tension. Camille apparut portant un pyjama avec des licornes et tenant une couverture rose décolorée. Ses cheveux blonds étaient en désordre et elle évitait le contact visuel avec tout le monde, fixant son regard sur un point du mur. « Camille, retourne au lit, ma chérie », dit Émilie automatiquement. Mais la petite ignora sa mère et marcha directement vers Carmen, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. Elle resta là, se balançant légèrement, sans dire un mot. Carmen s'abaissa pour être à la hauteur de l'enfant. « Salut, Camille, tu te souviens de moi ?» La petite ne répondit pas, mais cessa de se balancer. Carmen commença à fredonner doucement la même mélodie que dans le restaurant, et les yeux de Camille se tournèrent immédiatement vers elle. « Sors, sors, poisson !» murmura Carmen, et elle vit un petit sourire se dessiner sur les lèvres de la fillette. Émilie et François observaient en silence, impressionnés par la réaction immédiate de leur fille. « D'accord, » dit finalement François, « faisons un essai d'1 semaine. » Le premier jour de Carmen chez les Martin commença à 6 heures du matin, lorsqu'elle descendit du bus à la place Bellecour et marcha les 8 pâtés de maison jusqu'à Montchat. L'air matinal de Lyon était frais et le bruit de la circulation était encore supportable. Elle s'était réveillée à 4h30 pour préparer le petit déjeuner des filles et tout organiser avant de partir, sachant qu'elle ne rentrerait chez elle qu'après 20h. La femme de ménage, qui se présenta comme Madame Rosa, l'accueillit à l'entrée de service avec un sourire discret mais sincère. « La maîtresse a laissé des instructions », dit Rosa, une femme noire d'une 50aine d'années, tout en conduisant Carmen à travers la cuisine impeccablement organisée. Camille se réveille à 7h, le petit déjeuner à 7h30, et tu dois suivre exactement la routine qui est écrite dans ce carnet. Rosa remit à Carmen un carnet à couverture rigide avec des motifs floraux, ouvert à une page remplie de notes écrites à la main par Émilie. Horaire du bain, aliments autorisés et interdits, activités permises, tout y est. Carmen feuilleta rapidement les pages et fronça les sourcils. Il y avait des listes détaillées sur tout. Camille ne mange que du pain sans croûte. Ne pas la laisser regarder des dessins animés avec une musique trop forte. Noter tout comportement étrange à signaler à la mère. « Et ça ?» demanda Carmen en pointant une page intitulée « Rapport quotidien ». « Ah, ça c'est important pour la maîtresse », expliqua Rosa, avec un soupir. « Chaque jour, tu dois écrire tout ce qui s'est passé, ce que la petite a mangé, si elle a fait des caprices, ces choses-là. Elle lit tout le soir. » Carmen rangea le carnet dans son sac. 15 ans d'expérience lui avaient appris à reconnaître les parents contrôlants, mais elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi détaillé. C'était comme si Émilie cherchait des raisons de renvoyer la nouvelle nourrice avant même de lui donner une réelle chance. À 7h précises, Carmen monta dans la chambre de Camille. La porte était entrebâillée et elle pouvait entendre la petite parler seule avec une voix douce. Elle frappa légèrement avant d'entrer. La chambre était un rêve rose. Murs peints dans des tons pastels, meubles laqués blancs, des dizaines de peluches organisées sur des étagères. Mais Camille était par terre, dans un coin, en train d'organiser et de réorganiser un ensemble de blocs colorés en rangées parfaites. « Bonjour, princesse », dit Carmen doucement, sans s'approcher trop. Camille jeta un rapide coup d'œil vers elle et retourna son attention sur les blocs. « Bleu, vert, jaune, rouge », murmurait-elle. « Bleu, vert, jaune, rouge ». Carmen observa pendant quelques instants avant de parler. « Quelle belle couleur !
Puis-je m'asseoir ici près de toi ?» La petite ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus lorsque Carmen s'assit par terre, gardant une distance respectueuse. Pendant 10 minutes, elles restèrent ainsi. Camille organisant des blocs en motifs répétitifs, Carmen observant et commentant occasionnellement les couleurs. « Camille, que dirais-tu de descendre prendre le petit déjeuner ?» suggéra enfin Carmen. « Non », répondit Camille, sans lever les yeux des blocs. Carmen se souvint des instructions du carnet d'Émilie. En cas de refus, insister fermement mais sans confrontation. Au lieu de cela, elle tenta une approche différente. « D'accord, je vais chanter une petite chanson pendant que tu organises les blocs. Quand la musique sera terminée, nous irons en bas ensemble. Ça te va ?» Camille cessa de toucher au bloc et regarda Carmen pour la première fois depuis son entrée dans la chambre. « Sors, sors, poisson, sors de l'étang !» commença Carmen en battant des mains doucement au rythme. À sa grande surprise, Camille commença à se balancer au rythme de la musique. Lorsque Carmen termina le premier couplet, la petite se leva spontanément et marcha vers la porte. Dans la cuisine, un autre défi l'attendait. Camille refusa catégoriquement de manger le pain complet sans croûte qui avait été préparé pour elle, repoussant l'assiette et commençant à faire des bruits de protestation. « Elle ne mange que ce pain spécifique », expliqua Madame Rosa, visiblement préoccupée. « Si elle ne mange pas, la maîtresse va se fâcher. » Carmen observa Camille, qui avait commencé à balancer ses jambes sous la table de manière agitée. « Camille, tu n'as pas faim ?»« Pain, non » murmura la petite. « Et qu'aimerais-tu manger ?» Camille pointa une corbeille de fruits sur le comptoir de la cuisine. Carmen regarda et vit des bananes, des pommes et quelques mangues. « Mangue !» dit Camille. « Clairement, ce n'est pas possible !» intervint Madame Rosa. « La maîtresse a bien précisé que le café doit être du pain avec du lait. » Caroline pesa ses options. Elle pouvait forcer Camille à manger le pain et probablement provoquer une crise, ou elle pouvait improviser et affronter les conséquences avec Émilie plus tard. « Madame Rose, pourriez-vous éplucher une mangue pour Camille? Je prends la responsabilité. » Rose hésita, mais finit par accéder à la demande. Camille mangea toute la mangue avec appétit, se salissant les mains et souriant pour la première fois depuis l'arrivée de Caroline. Le reste de la matinée se déroula avec de petits ajustements à la routine établie. Au lieu de regarder les dessins animés éducatifs prescrits par Émilie, Camille montra de l'intérêt à écouter Caroline fredonner tout en pliant le linge. La petite fille réussit même à répéter quelques passages des chansons folkloriques, révélant une mémoire musicale impressionnante. Vers 11 heures, Camille était dans le jardin de la maison, observant les fourmis transporter des miettes, quand Émilie apparut soudainement, revenant de la salle de sport, avec des vêtements de sport et les cheveux relevés en un chignon haut. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle, mais ses yeux scrutaient déjà le jardin à la recherche de problèmes. « Très bien, » répondit Caroline. « Elle a mangé une mangue au petit déjeuner, aidé à plier le linge et maintenant elle observe les fourmis. » « Une mangue ?» Le ton d'Émilie changea immédiatement. « J'ai donné des instructions claires concernant le petit déjeuner. Elle ne voulait pas manger le pain, Madame Émilie. J'ai pensé qu'il valait mieux offrir quelque chose qu'elle aimerait. » Émilie sortit son téléphone de sa poche et commença à taper furieusement. Caroline soupçonnait qu'elle prenait des notes sur la désobéissance de la nouvelle nourrice. « Caroline, j'ai besoin que tu comprennes une chose, » dit Émilie en rangeant son téléphone. « Camille n'est pas une enfant ordinaire. Elle a des besoins spécifiques, des routines qui ne peuvent pas être rompues. Si nous commençons à céder sur de petites choses, cela va devenir le chaos. » Caroline prit une profonde inspiration avant de répondre. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Émilie, mais Camille semble être une fille très intelligente et sensible. Peut-être que des routines trop rigides sont ce qui la stresse. » Le visage d'Émilie se contracta. « Tu es ici depuis 4 heures et tu penses déjà connaître ma fille mieux que moi ?» « Avant,
Et que Caroline puisse répondre, Camille poussa un cri aigu et commença à se frapper les oreilles. Les deux femmes regardèrent autour d'elle à la recherche de la cause de son inconfort, jusqu'à ce qu'elles réalisent que le jardinier avait allumé une tondeuse à gazon dans le jardin voisin. Caroline s'approcha calmement de Camille et commença à fredonner doucement, couvrant le bruit de la tondeuse avec sa voix. Peu à peu, la petite fille cessa de s'agiter et se rapprocha légèrement de Caroline, cherchant protection. Émilie observa la scène avec une expression mêlant admiration et irritation. Lorsque Camille se calma, elle se tourna vers Caroline. « Je vais garder un œil sur toi, » dit-elle sèchement, avant d'entrer dans la maison. Caroline resta dans le jardin avec Camille, qui avait recommencé à observer les fourmis, comme si rien ne s'était passé. Elle savait que les jours à venir seraient décisifs. Émilie cherchait clairement des raisons de la renvoyer, mais Camille avait besoin de quelqu'un qui la comprenne vraiment. Ce soir-là, en remplissant le rapport quotidien dans le carnet floral, Caroline écrivit d'une écriture soignée. Camille a montré de l'intérêt pour la musique et a eu un bon appétit pour les fruits. Elle a bien réagi à des approches douces pendant les moments de stress. Je recommande d'explorer sa sensibilité auditive. Elle ferma le carnet en sachant qu'elle avait planté une graine. Restait à voir si elle germerait ou serait piétinée par la méfiance d'Émilie. La deuxième semaine de Caroline dans la maison des Martin commença par une découverte inattendue. C'était un mardi pluvieux d'avril, et Camille avait passé la matinée agitée, refusant de quitter sa chambre même pour le petit déjeuner. Caroline avait essayé toutes les stratégies habituelles, chansons, conversations douces, même montrer les blocs colorés, mais rien ne fonctionnait. Vers 10 heures, alors que Caroline organisait les vêtements dans le placard de Camille, un bruit étrange attira son attention. Cela venait de la chambre de la petite fille, mais ce n'était pas le bruit habituel des jouets ou des objets traînant sur le sol. C'était de la musique. Caroline s'approcha de la porte entrebâillée et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Camille était assise par terre, dos à l'entrée, et dans ses petites mains se trouvait une tablette qu'elle manipulait avec une précision surprenante. Du dispositif sortait une mélodie complexe, un mélange de notes classiques que Caroline ne reconnaissait pas mais qui sonnait absolument harmonieuse. « Camille !» appela Caroline doucement, entrant dans la chambre. La petite fille se retourna, tenant toujours la tablette. Sur l'écran, une application de piano virtuel montrait les touches qu'elle avait pressées. « Musique !» dit Camille, l'une des rares mots qu'elle prononçait clairement. Caroline s'assit à côté d'elle sur le tapis moelleux. « C'est toi qui as fait cette musique ?» Camille hocha la tête et recommença à jouer. Ses petits doigts se déplaçaient sur les touches virtuelles avec une dextérité qui impressionna Caroline. La mélodie qui émergeait était élaborée, avec des variations et des répétitions, montrant une compréhension musicale intuitive impressionnante. « Où as-tu appris cela, princesse ?» En réponse, Camille navigua sur la tablette et ouvrit YouTube. Elle montra à Caroline une playlist de musique classique, Bach, Mozart, Chopin, qu'elle avait apparemment découverte seule. Caroline regarda pendant 15 minutes pendant que Camille reproduisait des extraits entiers des compositions, les adaptant au piano virtuel, avec une précision qui frôlait l'impossible pour une enfant de 7 ans. Ce n'était pas une reproduction mécanique. Camille ajoutait ses propres variations, créant des ponts musicaux entre une pièce et une autre. « Mon Dieu !» murmura Caroline. « Tu as un don incroyable. » À ce moment-là, la voix d'Émilie résonna du rez-de-chaussée. « Caroline, peux-tu venir ici, s'il te plaît ?» Caroline descendit les escaliers et trouva Émilie dans le salon, portant un ensemble de tailleurs beige et tenant le carnet de rapports. Son expression n'était pas des plus amicales. « En lisant tes rapports, je vois que tu continues à changer la routine de Camille, » dit Émilie sans détour. « Hier, tu as écrit qu'elle a joué dans le jardin pendant 2 heures. Le programme prévoyait des activités éducatives à l'intérieur. »« Madame Émilie, puis-je vous parler de quelque chose d'important ?» interrompit Caroline. « À propos d'un talent que j'ai découvert chez Camille. »« Talent ?»
Émilie fronça les sourcils. Caroline, Camille a des limitations. Nous ne devons pas créer des attentes irréalistes. Caroline prit une profonde inspiration. Saviez-vous que votre fille peut jouer de la musique à l'oreille, des compositions complexes qu'elle écoute une fois et reproduit parfaitement? De quoi parlez-vous? Venez avec moi, s'il vous plaît. Réticente, Émilie suivit Caroline jusqu'à la chambre de Camille. La fillette était encore par terre, avec sa tablette, jouant maintenant une version simplifiée de Pour Élise de Beethoven. Émilie s'arrêta à « La porte, bouche bée. » Comment? Depuis quand fait-elle ça? Je ne sais pas depuis quand, mais elle a une oreille musicale exceptionnelle, expliqua Caroline. Peut-être que si nous investissions dans un vrai instrument... Les instruments font du bruit, coupa Émilie automatiquement. Les voisins vont se plaindre. Caroline ressentit une pointe de frustration. Madame Émilie, avec tout le respect que je vous dois, Camille a un talent rare. Cela pourrait être une façon pour elle de s'exprimer, de se connecter avec le monde. Émilie observa sa fille pendant quelques minutes en silence. Caroline pouvait voir le conflit sur son visage. La mère qui voulait le meilleur pour l'enfant luttant contre la femme préoccupée par l'opinion des autres. « Je vais en parler à mon mari », dit-elle finalement. Ce soir-là, Caroline entendit une discussion animée venant de la chambre du couple. Les voix n'étaient pas claires à travers les murs épais, mais le ton était indéniablement tendu. Le lendemain matin, François apparut au café du matin avec des cernes et une expression fatiguée. « Caroline, Émilie m'a parlé du talent musical de Camille, dit-il, jouant distraitement avec son café. Penses-tu vraiment que cela vaut la peine d'investir dans un piano? Monsieur François, je ne suis pas spécialiste, mais 15 ans à m'occuper d'enfants m'ont appris à reconnaître quand l'un d'eux a quelque chose de spécial. Camille n'est pas seulement une fille avec des difficultés, elle a un cerveau qui fonctionne d'une manière unique. » François resta silencieux un long moment. « Tu sais, Caroline, quand j'étais enfant, j'avais aussi des difficultés. Je n'aimais pas les changements, j'étais anxieux dans les situations sociales. Mes parents pensaient que c'était juste de la timidité. » Caroline l'encouragea à continuer simplement par un regard. « Je n'ai réussi à m'adapter que lorsque j'ai découvert que j'avais un talent pour les chiffres, pour la planification spatiale. Cela m'a conduit à l'architecture, puis à l'immobilier. Peut-être que Camille doit aussi découvrir son propre chemin. » « Exactement, » dit Caroline. « Et la musique peut être ce chemin. » 3 jours plus tard, un camion de livraison s'arrêta devant la maison des Martin. 2 hommes descendirent un piano numérique à queue, modèle compact, mais avec toutes les touches d'un instrument traditionnel. Émilie observait l'opération par la fenêtre de la chambre, visiblement contrariée. « C'était l'idée de papa, » expliqua Camille, en voyant le piano installé dans le salon. Caroline aida à positionner l'instrument dans un coin de la pièce, loin des meubles les plus délicats. Dès que les livreurs partirent, Camille courut vers le piano et s'assit sur le tabouret réglable. La première note qu'elle joua résonna dans la maison avec une clarté et une profondeur que la tablette n'avait jamais pu reproduire. Camille sourit, un sourire sincère et large que Caroline voyait rarement. « Puis-je jouer ?» demanda Camille, regardant Caroline avec espoir. « Bien sûr, ma chérie, c'est à toi. » Ce qui suivit fut magique. Camille commença avec la même mélodie de Beethoven, mais maintenant avec la richesse sonore d'un véritable instrument. Ses petites mains s'adaptèrent rapidement aux touches physiques et en quelques minutes, elle improvisait des variations qui laissèrent Caroline impressionnée. Madame Rose apparut dans le salon, attirée par le son. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Quel talent !» Même Émilie descendit les escaliers, bien qu'elle essayât de garder une expression neutre. Caroline remarqua qu'elle luttait contre sa propre émotion en voyant sa fille si concentrée et heureuse. « Ça ne va pas déranger les voisins ?» demanda Émilie. « Il est 2 heures de l'après-midi, madame, et les murs sont épais, » répondit Caroline diplomatiquement. Camille joua pendant 2 heures d'affilée, explorant différents styles et mélodies. Quand elle
s'arrêta enfin, ses yeux brillaient de satisfaction. « Ça t'a plu, maman » demanda-t-elle, regardant directement Émilie pour la première fois en semaine. Émilie hésita, puis s'approcha et toucha doucement les cheveux de sa fille. « Oui, ça m'a plu, mon amour. Tu joues très bien. » Ce soir-là, en écrivant le rapport quotidien, Caroline nota « Camille a montré un intérêt exceptionnel pour le nouveau piano. Elle a joué pendant 2 heures sans interruption, montrant des compétences musicales avancées. Je recommande fortement des cours de musique formels. » En dessous, elle ajouta une note personnelle. « La musique semble être le langage naturel de Camille. C'est à travers elle qu'elle s'exprime le mieux et se connecte avec nous. » Lorsqu'Émilie lut le rapport ce soir-là, pour la première fois en 2 semaines, elle ne fit aucune annotation critique dans les marges. Au lieu de cela, elle prit le téléphone et commença à rechercher des professeurs de piano spécialisés dans l'enseignement aux enfants ayant des besoins spéciaux. Le 3e mois de Caroline chez les Martin apporta un changement inattendu. L'arrivée de Madame Appareillé, mère de François et grand-mère de Camille. À 72 ans, Appareillé était une figure imposante, avec des cheveux gris toujours tirés en un chignon strict et des vêtements sombres qui reflétaient sa personnalité austère. Elle avait décidé de faire une visite prolongée pour mieux connaître les méthodes éducatives appliquées à sa petite fille. Caroline apprit l'arrivée de la matriarche un lundi matin lorsqu'Émilie l'appela dans la cuisine avec une expression tendue. « Caroline, je dois te prévenir que la grand-mère de Camille va rester ici pendant quelques semaines, » dit Émilie, jouant nerveusement avec son téléphone. « Madame Appareillé est, disons, traditionnelle. Elle a des opinions très arrêtées sur l'éducation des enfants. »« Je comprends, » répondit Caroline, bien qu'elle pressentit qu'il y aurait des complications. « Et une autre chose, » continua Émilie baissant la voix, « il vaut mieux ne pas mentionner certaines particularités de Camille. Madame Appareillé ne comprend pas encore complètement la situation. » Caroline fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Elle sait que Camille a quelques difficultés, mais elle pense que c'est un manque de discipline, pas... Vous savez ?» Émilie fit un geste vague. Mieux vaut la laisser tirer ses propres conclusions. Ce même jour, vers 3 heures de l'après-midi, une Hilux argentée se gara dans le garage. Madame Appareillé sortit de la voiture comme une reine, inspectant ses domaines, portant un énorme sac en cuir et un chapelet en cristal dans les mains. François courut pour l'aider avec les bagages, visiblement nerveux. « Où est ma petite fille ?» furent les premiers mots de Madame Appareillé, regardant autour de la pièce avec un air critique. Camille était au piano, comme c'était devenu son habitude l'après-midi, jouant une version personnelle de Assa Branca. En entendant la voix inconnue, elle s'arrêta brusquement de jouer et se tourna sur le tabouret. « Camille, viens saluer ta grand-mère » appela François. La petite fille resta là où elle était, observant simplement la dame en noir qui la fixait avec attente. Caroline, qui pliait des vêtements à proximité, remarqua les signes d'anxiété croissante chez Camille, le léger balancement de son corps, ses mains se fermant et s'ouvrant. « Elle ne vient pas ?» demanda Madame Appareillé, d'un ton qui laissait clairement entendre son désaccord. « Grand-mère, Camille est un peu timide, » expliqua François diplomatiquement. « Timide ou mal élevée ?» rétorqua la grand-mère. « De mon temps, les enfants saluaient les aînés correctement. » Caroline vit Camille commencer à s'agiter plus visiblement. La petite descendit du tabouret du piano et marcha vers elle, se cachant partiellement derrière ses jambes. « Qui est cette femme ?» demanda Madame Appareillé, remarquant Caroline pour la première fois. « C'est Caroline, nourrice de Camille, » présenta Émilie. « Caroline, voici Madame Appareillé, grand-mère de Camille. » Caroline fit une petite révérence respectueuse. « Enchantée, Madame Appareillé. » La dame l'examina des pieds à la tête avec des yeux perçants. « Provençal ?» demanda-t-elle. « Oui, madame, de Provence. » Madame Appareillé semblait faire des notes mentales. « Et cela fait combien de temps que vous travaillez ici ?»« 3 mois, Madame Appareillé. Camille, arrête de te cacher derrière cette femme et viens saluer ta grand-mère comme une petite fille bien élevée, » ordonna Madame Appareillé d'une voix ferme. Camille se
recroquevilla encore plus derrière Caroline. La tension dans la pièce était palpable. Madame Appareillé, intervint Caroline délicatement. Camille a besoin d'un peu de temps pour s'habituer aux nouvelles personnes. C'est normal pour elle. Normal? Les yeux de Madame Appareillé se plissèrent. Qu'est-ce qui est normal pour une enfant de 7 ans qui se comporte comme un bébé? Maman, s'il te plaît, murmura François, mais sa voix manquait de conviction. Non, François, il est temps que quelqu'un dise la vérité dans cette maison. Madame Appareillé s'approcha de Camille et Caroline. Cette petite fille est trop gâtée. Piano, jeux, friandises. De mon temps, les enfants apprenaient d'abord les bonnes manières, puis s'amusaient. Camille commença à émettre de petits bruits d'inconfort, presque inaudibles, mais Caroline les capta immédiatement. « Excusez-moi, Madame Appareillé, » dit Caroline, prenant Camille par la main. « Je vais emmener Camille boire de l'eau. »« Non !» s'exclama Madame Appareillé. « Vous ne sortirez pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas salué correctement. » C'était la goutte d'eau. Camille poussa un gémissement fort et commença à balancer son corps violemment. En quelques secondes, elle était au sol, dans un épisode de crise similaire à celui du restaurant des mois auparavant. « Quelle farce est-ce » s'écria Madame Appareillé. « Lève-toi tout de suite, Camille. » Caroline s'agenouilla à côté de Camille, ignorant complètement la grand-mère. Elle commença à fredonner doucement, créant une bulle de calme au milieu du chaos. « Sors, sors, poisson, sors de l'étang. »« Quelle bêtise est-ce » protesta Madame Appareillé. « Arrête cette chanson et donne une fessée à cet enfant. »« Maman, ne t'en mêle pas !» explosa François, surprenant tout le monde. « Caroline sait ce qu'elle fait. » Le silence qui suivit était tendu. Madame Appareillé regarda son fils avec une expression de choc et d'indignation. Émilie était pâle, clairement déchirée, entre soutenir son mari et ne pas déplaire à sa belle-mère. Caroline continua à fredonner et lentement, Camille commença à se calmer. Quand la crise passa, la petite se leva et marcha directement vers le piano où elle commença à jouer une mélodie mélancolique. « François, » dit Madame Appareillé d'une voix contrôlée mais glaciale, « je dois te parler, seul. » Père et fille se retirèrent dans le bureau et Caroline put entendre des voix élevées, même à travers la porte fermée. Émilie resta dans la pièce, visiblement mal à l'aise. « Caroline, peut-être devrais-tu emmener Camille dans la chambre ?» suggéra Émilie. Mais Camille jouait avec une intensité émotionnelle que Caroline avait rarement vue. La musique qui sortait du piano était triste mais belle, comme si la petite fille traitait toute la tension à travers les touches. Après 20 minutes, François et Madame Appareillé sortirent du bureau. Le visage de François était rouge, et celui de Madame Appareillé livide. « Caroline !» appela François. « Peux-tu venir ici, s'il te plaît ?» Caroline s'approcha, laissant Camille au piano. « Ma mère a quelques préoccupations concernant les méthodes que tu utilises avec Camille, » dit François, évitant de la regarder directement. « Quel genre de préoccupations ?» demanda Caroline, bien qu'elle se doutât déjà de la réponse. C'est Madame Appareillé qui répondit « Cette enfant est traitée comme si elle était déficiente mentale. Chanson, permissivité, manque de discipline. Il est temps qu'elle apprenne à se comporter en société. » Caroline sentit le sang bouillir, mais garda une voix calme. « Madame Appareillé, avec tout le respect que je vous dois, Camille n'est pas déficiente mentale. C'est une enfant très intelligente qui traite le monde différemment. » « Différemment ?» Madame Appareillé rit amèrement. « C'est l'excuse moderne pour les enfants mal élevés. »« Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité, » rétorqua Caroline, surprise par son propre courage. « Camille est autiste et elle a besoin de compréhension, pas de fessée. » Le silence qui suivit était assourdissant. Madame Appareillé regarda François avec une expression d'horreur croissante. « Autiste ?» répéta-t-elle lentement. « Tu as permis à cet employé de diagnostiquer ma petite fille ?»« Maman, nous le savions déjà, » murmura François. « Nous ne voulions juste pas te préoccuper. »« Vous le saviez ?» La voix de Madame Appareillé monta d'un ton. « Et vous m'avez caché cela, à sa grand-mère ?» À ce moment-là, la musique du piano s'arrêta brusquement.
Camille avait cessé de jouer et regardait les adultes avec une expression que Caroline n'avait jamais vue auparavant, une peur pure. « Regardez maintenant ce que vous avez fait, » dit Caroline s'approchant de Camille. « Vous l'avez effrayée. » Mais à la surprise de tous, Camille ne courut pas vers Caroline. Au lieu de cela, elle se leva du tabouret et marcha directement vers Madame Appareillé. « Grand-mère, » dit-elle d'une voix claire et ferme que personne ne s'attendait à entendre. « Je ne suis pas méchante. Je suis juste différente. » Madame Appareillé resta bouche bée. C'était la première fois que Camille lui parlait directement. Et les mots portaient une maturité émotionnelle impressionnante. « J'aime la musique, » continua Camille. « Et Caroline me comprend. Ça ne me fait pas de mal, grand-mère. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Madame Appareillé. Lentement, elle s'agenouilla à la hauteur de Camille et étendit ses bras tremblants. « Désolée, ma petite fille, » murmura-t-elle. La grand-mère ne savait pas. Les jours suivants, la révélation de Camille transformèrent complètement la dynamique de la maison des Martin. Madame Appareillé, qui était arrivée en tant que critique sévère, passait maintenant des heures à observer sa petite fille avec un mélange de fascination et de culpabilité croissante. Caroline remarqua comment la grand-mère se positionnait discrètement dans les coins de la pièce lorsque Camille jouait du piano, ou comment ses yeux s'humidifiaient chaque fois que la fillette montrait de l'affection spontanée. C'était un jeudi humide de mai, lorsque Caroline décida qu'il était temps de faire le prochain pas dans le parcours de Camille. La fillette avait énormément progressé, non seulement en musique, mais aussi en communication et en interaction sociale. Caroline croyait qu'elle était prête pour quelque chose qui pourrait révolutionner son estime de soi, rencontrer d'autres enfants comme elle. « Monsieur François, » dit Caroline pendant le petit déjeuner, tandis que Camille jouait une mélodie douce sur le piano du salon. « Puis-je vous parler d'une idée ?» François, qui était devenu visiblement plus détendu ces dernières semaines, acquiesça. « Bien sûr, Caroline, parlez. Il existe un groupe de soutien pour les familles, avec des enfants autistes qui se réunissent à l'église Saint-François, ici, dans le quartier. Ils font des rencontres tous les mercredis après-midi. Je pense que ce serait bien pour Camille de rencontrer d'autres enfants qui vivent les mêmes expériences qu'elle. » Émilie, qui vérifiait les réseaux sociaux sur son téléphone, leva immédiatement les yeux. « Un groupe de soutien ? Caroline, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'exposer Camille ainsi. »« Ce ne serait pas une exposition, Madame Émilie, » expliqua Caroline patiemment. « Ce serait une socialisation. Camille a besoin de comprendre qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres enfants comme elle. » Madame Appareillé, qui était devenue une alliée inattendue de Caroline, se racla la gorge. « Émilie, peut-être que Caroline a raison. La fillette a besoin de côtoyer d'autres personnes. Mais et si quelqu'un reconnaissait Camille? Et si des photos étaient postées sur les réseaux sociaux ?» argumenta Émilie, sa principale préoccupation tournant toujours autour de l'image publique de la famille. François ferma le journal qu'il était en train de lire. « Émilie, nous ne pouvons pas cacher Camille au monde pour toujours. Si le groupe peut aider, je soutiens. » Cet après-midi-là, Caroline et Camille marchèrent 6 pâtés de maison jusqu'à l'église Saint-François, une construction coloniale simple au cœur du quartier Montchat. Camille portait un petit sac à dos avec ses jouets préférés, quelques blocs colorés et un livre de partitions pour enfants que Caroline avait acheté pour elle. La salle paroissiale était décorée de dessins d'enfants collés au mur, et il y avait un tapis coloré au centre où environ 8 enfants jouaient sous la supervision de leur mère et de quelques bénévoles. Caroline reconnut immédiatement l'atmosphère d'acceptation et de compréhension qui imprégnait l'environnement. « Bonjour !» salua une femme brune d'une 30aine d'années, s'approchant d'elle avec un sourire chaleureux. « Vous êtes nouvelle ici. Je suis Delphine, la coordinatrice du groupe. »« Bonjour Delphine, je suis Caroline et voici Camille, » répondit Caroline, remarquant comment Camille se plaçait légèrement derrière elle, observant tout avec une curiosité prudente. « C'est super de vous avoir ici. Camille, quel âge as-tu »
7, répondit Camille d'une voix basse, mais regardant directement Delphine, ce que Caroline considéra comme un énorme progrès. Parfait! Nous avons plusieurs enfants de ton âge. Veux-tu faire connaissance? Pendant la première demi-heure, Camille resta près de Caroline, observant les autres enfants. Il y avait Michel, 6 ans, qui organisait des petites voitures en rangée parfaite. Anne-Louise, 8 ans, qui dessinait des motifs géométriques complexes. Et Pierre, 9 ans, qui connaissait par cœur tous les horaires des bus de Lyon. Le moment décisif se produisit lorsque Jean, un garçon de 7 ans, avec des cheveux frisés et un sourire contagieux, s'approcha de Camille portant un petit xylophone. « Aimes-tu la musique ?» demanda-t-il, remarquant le livre de « Une partition dans le sac à dos de Camille ». Camille acquiesça timidement. « Moi aussi, veux-tu jouer ensemble ?» À la surprise et à la joie de Caroline, Camille prit les baguettes que Jean lui offrait et commença à jouer une mélodie simple sur le xylophone. Jean sourit et commença à taper des pieds sur le sol, créant un rythme qui accompagnait parfaitement la musique de Camille. En quelques minutes, d'autres enfants rejoignirent l'orchestre improvisé. Anne-Louise applaudissait en suivant le rythme, Michel faisait balancer les petites voitures comme des maracas, et Pierre fredonnait les horaires des bus sur une mélodie qui, étonnamment, s'accordait avec la musique. « C'est beau à voir, n'est-ce pas ?» commenta Florence, la mère de Jean, en s'approchant de Caroline. « Quand ils se rassemblent ainsi, c'est comme s'ils parlaient la même langue. » Caroline acquiesça, émue. Camille n'a jamais eu d'amis de son âge. Ça a toujours été très difficile pour elle de se lier. Ici, ils se sentent en sécurité pour être qui ils sont, expliqua Florence. Ils n'ont pas besoin de faire semblant d'être normaux. La séance dura 2 heures, et quand il fut temps de partir, Camille ne voulait pas partir. Elle avait passé tout son temps à interagir avec les autres enfants, à jouer de la musique, à partager des jouets, et même à discuter de ses obsessions préférées, couleurs, chiffres et motifs musicaux. « Puis-je revenir la semaine prochaine ?» demanda Camille à Caroline sur le chemin du retour. Une question qu'elle n'avait jamais posée à propos d'une activité sociale. « Bien sûr, ma princesse. As-tu aimé tes nouveaux amis ?»« Oui. Ils comprennent quand je parle de musique. Et ils ne trouvent pas ça étrange quand j'ai besoin d'organiser les choses. » Quand ils rentrèrent chez eux, Camille courut raconter l'après-midi à son père, sa mère et sa grand-mère. Elle parla de Jean et du xylophone, d'Anne-Louise et de ses dessins, de comment tous ensemble ils avaient créé une nouvelle musique. Émilie écoutait avec une expression complexe, fierté mêlée d'inquiétude. « Et il n'y a eu aucun problème? Personne n'a posé de questions indiscrètes ?»« Non, maman, » répondit Camille. « Tout le monde là-bas est comme moi. La tante Delphine a dit que nous avons tous des cerveaux spéciaux. » Madame Appareillé s'approcha et étreignit sa petite fille. « Que c'est bien, ma petite fille, que c'est bien que tu aies trouvé tes amis. » Ce soir-là, après que Camille se soit endormie, Caroline fut appelée pour une conversation dans le salon. Elle s'attendait à trouver Émilie contrariée, mais fut surprise de voir la famille réunie avec des expressions sereines. « Caroline, » commença François, « je voulais te remercier pour l'initiative. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Camille aussi heureuse et communicative. »« C'était beau à voir, » ajouta Madame Appareillé. La petite est arrivée ici en parlant sans s'arrêter, racontant chaque enfant qu'elle avait rencontré. Émilie hésita avant de parler, mais finit par dire « Caroline, j'ai peut-être été trop protectrice, trop préoccupée par ce que les autres pensent. Mais en voyant Camille aujourd'hui, si heureuse, sa voix se brisa un peu, je pense qu'elle en avait vraiment besoin. » Caroline sourit. « Camille est une fille incroyable, Madame Émilie. Elle avait juste besoin d'un espace où elle pourrait être elle-même. Et à propos du groupe, continua François, nous voulons que cela devienne une partie de sa routine, tous les mercredis. Et s'il y a d'autres activités, d'autres événements. Il y a une chose, dit Caroline, se souvenant d'une conversation qu'elle avait eue avec Delphine. Le groupe organise une présentation musicale pour la journée des enfants. Les enfants vont jouer et chanter pour les familles.
Camille, qui apparemment ne dormait pas aussi profondément qu'il le pensait, apparut en haut des escaliers en pyjama. « Puis-je participer à la présentation ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'attente. Tout le monde rit de l'astuce de la petite fille. François se leva et monta quelques marches pour être à sa hauteur. « Bien sûr que tu peux, ma fille. Si c'est ce que tu veux, nous allons te soutenir. » Camille descendit en courant et étreignit Caroline avec force. « Merci Caroline, merci de m'y emmener. » À ce moment-là, voyant Camille si heureuse et la famille enfin unie autour de ce qui était le mieux pour elle, Caroline sentit qu'elle était sur la bonne voie, non seulement en tant que nourrice, mais en tant que quelqu'un qui faisait véritablement une différence dans la vie de cet enfant spécial. Le mercredi matin commença par un appel qui allait tout changer. Caroline préparait le café de Camille lorsque le téléphone fixe de la maison sonna de manière insistante. Madame Rose répondit dans la cuisine, et Caroline put entendre sa voix devenir de plus en plus tendue pendant la conversation. « Madame Émilie !» cria Rose, courant vers le salon. « C'est urgent !» Émilie descendit les escaliers encore en peignoir, le visage pâle. Caroline observa depuis la porte de la cuisine pendant que sa patronne répondait au téléphone, son expression passant de la confusion à l'horreur absolue. « Comment ça, une dénonciation ?» demanda Émilie, sa voix montant d'un ton. « Qui a fait ça ?» Caroline sentit son estomac se nouer. Camille, qui était assise à la table de la cuisine en mangeant de la mangue coupée, s'arrêta de mâcher et regarda vers le salon, réalisant la tension dans l'air. « Non, ça ne peut pas être, » continua Émilie. « Caroline est... Mais comment savent-ils le diagnostic de Camille? Nous ne l'avons jamais rendu public. » Le sang de Caroline se glaça. Elle s'approcha discrètement de la porte pour mieux écouter. « Conseil de protection de l'enfance » répéta Émilie, maintenant visiblement tremblante. « Cet après-midi, mais... » L'appel se termina et Émilie resta figée au milieu du salon, tenant le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. François apparut en courant, encore en train de mettre sa chemise. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. « Quelqu'un a fait une dénonciation au Conseil de protection de l'enfance, » dit Émilie d'une voix rauque, « prétendant que nous mettons Camille en danger en la laissant sous les soins d'une personne qui est aussi autiste. » Caroline sentit ses jambes fléchir. Elle n'avait pas encore parlé à la famille de ses propres soupçons et découvertes récentes. Au cours des dernières semaines, des conversations avec Delphine et d'autres parents du groupe l'avaient amenée à remettre en question certains aspects de sa propre personnalité et de son histoire. « Mais comment savent-ils pour l'autisme de Camille ?» demanda François. « Et comment savent-ils pour Caroline ?» Madame Appareillé descendit les escaliers à ce moment-là, déjà habillée et avec une expression déterminée. « Quel bruit est-ce » Émilie expliqua la situation à sa belle-mère, qui écouta tout en silence croissant. Lorsqu'Émilie eut terminé, Appareillé se tourna directement vers Caroline. « Caroline, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Es-tu autiste ?» Le silence dans le salon était assourdissant. Caroline sentait tous les regards sur elle, attendant une réponse qu'elle-même était encore en train de découvrir. « Madame Appareillé, j'ai commencé à soupçonner récemment, » admit Caroline, sa voix sortant plus faible qu'elle ne l'avait prévu. En parlant avec d'autres parents dans le groupe, en réalisant certaines caractéristiques en moi-même. « Mon Dieu !» murmura Émilie. « Et tu ne nous l'as pas dit ?»« J'enquête encore, » expliqua Caroline. « J'ai pris rendez-vous avec une psychologue spécialisée pour la semaine prochaine. Je ne voulais pas vous alarmer sans être certaine. » François passa ses mains dans ses cheveux, visiblement stressé. « Caroline, cela change tout, si tu es vraiment autiste et que quelqu'un le sait. »« Le sait comment ?» interrompit Madame Appareillé. « Qui pourrait avoir cette information ?» Caroline pensa rapidement. Elle avait parlé avec quelques mères du groupe de ses propres expériences, avait fait des recherches sur Internet, avait même rempli quelques questionnaires en ligne. « Ça pourrait être quelqu'un du groupe de soutien, » dit-elle hésitante,
Ou peut-être quelqu'un qui nous a vus là. À ce moment-là, Camille apparut à la porte de la cuisine, clairement agitée par l'atmosphère tendue de la maison. « Pourquoi tout le monde est en colère ?» demanda-t-elle, balançant légèrement son corps. Caroline s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. « Personne n'est en colère, princesse. Nous parlons juste de choses d'adultes. »« C'est à propos de moi ?» demanda Camille avec cette perception aiguë qui surprenait toujours. « C'est à propos de nous tous, » répondit Caroline honnêtement. 2 heures plus tard, une Corolla blanche se gara devant la maison. 2 femmes en descendirent. Une assistante sociale du Conseil de protection de l'enfance et une psychologue pour enfants. Caroline observa par la fenêtre pendant qu'elle marchait vers la porte principale, portant des dossiers et un air d'autorité qui la rendait nerveuse. « Bonjour », salua l'assistante sociale, une femme noire d'une 40aine d'années avec des lunettes et un sourire professionnel. « Je suis Marissa Santos, du Conseil de protection de l'enfance. Voici la docteure Elena Carvalho, psychologue. Nous avons reçu une dénonciation concernant une possible négligence dans la protection d'un mineur. » François les conduisit jusqu'au salon où toute la famille était réunie. Camille avait été envoyée dans sa chambre, mais Caroline, elle savait qu'elle était cachée en haut de l'escalier, écoutant tout. « Pouvez-vous nous expliquer la nature de la dénonciation ?» demanda François, essayant de garder une voix ferme. « Nous avons été informés que l'enfant Camille Martin, âgé de 7 ans, diagnostiqué avec un trouble du spectre autistique, est sous les soins d'une employée qui est également dans le spectre, » expliqua Marissa, consultant ses notes. La dénonciation allègue que cela constitue une négligence, car une personne autiste ne serait pas en mesure de s'occuper correctement d'un enfant ayant des besoins spéciaux. Caroline se sentit comme si elle avait reçu un coup au ventre. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit-elle, trouvant de la force dans sa voix, « qui a fait cette dénonciation et sur quelle base ?»« La dénonciation était anonyme, » répondit la docteure Elena, une femme blonde d'âge moyen avec une allure académique. « Mais cela ne diminue pas notre obligation d'enquêter. »« Et quel type d'enquête sera menée ?» demanda Madame Appareillé, adoptant une posture protectrice que Caroline ne s'attendait pas. « Nous devons évaluer les conditions de soins de l'enfant, vérifier s'il y a des preuves de négligence ou d'inadéquation, et déterminer si les responsables prennent les mesures appropriées pour le bien-être de la mineure, » expliqua Marissa. « Puis-je poser une question ?» intervint Caroline. « Avez-vous des connaissances sur l'autisme ? Sur les capacités réelles des personnes autistes ?» La docteure Elena sembla légèrement offensée. « J'ai une spécialisation en développement de l'enfant et en troubles neurologiques. » « Alors vous savez que les personnes autistes peuvent être des parents compétents, des professionnels réussis, des enseignants, des médecins, » continua Caroline. « L'autisme n'est pas synonyme d'incapacité. » « C'est vrai, » admit la psychologue, « mais chaque cas doit être évalué individuellement. » François se leva. « Souhaitez-vous parler à Camille ? Voir ? Comment elle va ?» Pendant l'heure suivante, les professionnels observèrent Camille jouer du piano, discutèrent avec elle de ses routines, posèrent des questions sur ses sentiments envers Caroline. La petite fille, d'abord timide, s'ouvrit progressivement, surtout lorsqu'elle commença à jouer de la musique. « Caroline m'apprend de belles musiques, » dit Camille à un moment donné, « et elle comprend quand j'ai besoin de silence. »« Aimes-tu Caroline ?» demanda la docteure Elena. « Beaucoup. Elle ne se fâche pas quand je me sens confuse, et elle fait du pain au fromage qui sent comme celui de ma grand-mère, » répondit Camille, regardant affectueusement Madame Appareillé. Après la conversation avec Camille, les professionnels se réunirent avec la famille dans le salon. « Eh bien, » commença Marissa, « nous devons être honnêtes. Nous n'avons trouvé aucune preuve de négligence ou d'inadéquation dans les soins. L'enfant semble bien soigné, heureuse et progresse clairement. » Caroline ressentit un immense soulagement, mais savait que tout n'était pas encore résolu. « Cependant, » continua la docteure Elena,
Nous recommandons fortement que Madame Caroline cherche une évaluation formelle pour confirmer ou écarter le diagnostic d'autisme. Et, indépendamment du résultat, nous suggérons une supervision périodique pour garantir que tout reste adéquat. J'ai déjà pris rendez-vous pour l'évaluation, informa Caroline. Pour la semaine prochaine. Très bien, dit Marisa en fermant son dossier. Nous suivrons le cas pendant quelques mois, mais pour l'instant, nous ne voyons pas la nécessité de changements immédiats. Lorsque les professionnels partirent, la famille resta silencieuse pendant un long moment. Ce fut Camille qui brisa l'atmosphère tendue, descendant les escaliers et courant directement vers Caroline. « Caroline, tu pars ?» demanda-t-elle avec les yeux pleins de larmes. Caroline la serra fort dans ses bras. « Non, ma princesse, je ne pars pas. » La semaine suivante, la visite du Conseil de la protection de l'enfance fut marquée par une tension silencieuse qui planait sur la maison des Martin comme un nuage lourd. Caroline ressentait les regards prudents d'Émilie, qui était revenue à prendre des notes dans son carnet fleuri, et remarquait comment François évitait les longues conversations. Seule Madame Appareillé restait ferme dans son soutien, comme si la menace extérieure avait éveillé en elle un instinct protecteur féroce. Le mardi, Caroline avait son rendez-vous avec la docteure Patricia Lefebvre, neuropsychologue spécialisée dans l'autisme adulte, dans son cabinet situé dans le centre de Lyon. Caroline avait demandé la matinée libre et utilisé l'argent qu'elle avait mis de côté pour acheter un nouveau réfrigérateur pour payer la consultation privée. Le cabinet se trouvait au 10e étage d'un immeuble commercial sur l'avenue Afonso Pena. Caroline monta en ascenseur avec le cœur battant, portant un dossier avec des notes qu'elle avait prises sur sa propre enfance et des caractéristiques qu'elle reconnaissait maintenant comme des signes possibles de neurodivergence. La docteure Patricia était une femme brune d'une 50aine d'années, portant des lunettes colorées et un sourire véritablement accueillant. Son bureau était décoré de couleurs douces et des jouets et des livres étaient disposés de manière organisée, créant un environnement qui mettait les gens à l'aise. « Caroline, c'est ça ?» dit-elle en tendant la main. « Entrez, sentez-vous à l'aise. » Pendant 2 heures, Caroline répondit à des questionnaires détaillés, parla de son enfance dans la Provence, de ses difficultés sociales à l'école, de sa sensibilité excessive au bruit et aux textures, de son besoin de routine rigide et de sa capacité presque intuitive à comprendre les enfants ayant des besoins spéciaux. « Parlez-moi de la façon dont vous vous sentez dans les foules » demanda la docteure Patricia. « J'ai toujours évité. Depuis petite, les fêtes d'anniversaire étaient un cauchemar. Trop de bruit, trop de gens parlant en même. Autant, je restais cachée sous la table jusqu'à ce que ma mère me ramène, » expliqua Caroline. « Et à l'école ? J'étais la fille étrange, toujours seule pendant la récréation, organisant des cailloux ou des feuilles par couleur et taille. Les autres enfants trouvaient ça bizarre. » Caroline sourit tristement. « Mais je ne savais pas que c'était étrange. Pour moi, cela avait du sens. » La docteure prenait tout en note soigneusement. « Et quand vous avez commencé à travailler avec des enfants, qu'est-ce qui vous a motivé ? Je pense que c'était de reconnaître chez certains d'entre eux la même solitude que j'avais ressentie, surtout les enfants que les autres appelaient difficiles ou problématiques. Je voyais qu'ils avaient juste besoin d'être compris d'une manière différente. » Après les tests et les conversations, la docteure Patricia se pencha en arrière dans sa chaise. « Caroline, sur la base de notre conversation et des outils d'évaluation que nous avons appliqués, je peux confirmer que vous êtes, en effet, dans le trouble du spectre autistique. Spécifiquement, ce que nous appelions autrefois le syndrome d'Asperger, maintenant classé comme TSA de niveau 1, autisme à soutien minimal. » Caroline ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans la pratique, cela signifie que le cerveau de Caroline fonctionne de manière neurodivergente, ce qui explique beaucoup de ses caractéristiques, sa sensibilité sensorielle, sa capacité de concentration intense, sa difficulté avec les interactions sociales conventionnelles, mais aussi ses points forts uniques.
Et pour mon travail, pour m'occuper de Camille, le docteur sourit. Caroline, d'après mon expérience, certaines des meilleures nourrices, enseignantes et thérapeutes que je connais sont des personnes autistes. Vous avez une compréhension viscérale de ce que signifie être différent, une patience naturelle pour les comportements atypiques et une capacité à créer des connexions authentiques avec des enfants neurodivergents. Caroline sortit du cabinet avec un rapport officiel en main et un tourbillon d'émotions dans la poitrine. Pour la première fois de sa vie, elle avait une explication pour se sentir toujours comme un poisson hors de l'eau, pour son besoin de routine, pour sa manière unique de voir le monde. En rentrant chez elle, elle trouva une réunion de famille en cours dans le salon. François, Émilie et Madame Appareillé étaient assis autour de la table basse, avec des expressions sérieuses. « Caroline » appela François. « Comment s'est passée la consultation ?» Caroline prit une grande respiration et s'assit avec eux. « Confirmé, je suis autiste. » Émilie fut la première à parler. « Et maintenant, le Conseil de la protection de l'enfance a dit qu'ils allaient suivre. »« Émilie, » réprimanda Madame Appareillé, « laisse la fille parler. » Caroline sortit le rapport de son sac. « Le docteur a fait une évaluation complète. Elle a dit que ma condition ne nuit pas seulement à ma capacité de m'occuper de Camille, mais peut même être un avantage. » « Comment ça ?» demanda François. « Les personnes autistes qui travaillent avec des enfants autistes ont une compréhension intuitive de leurs besoins. C'est comme si nous parlions la même langue. » À ce moment-là, Camille apparut dans l'escalier, ayant clairement entendu la conversation. « Caroline, tu es comme moi ?» demanda-t-elle en descendant lentement les marches. Caroline sourit. « D'une certaine manière, oui, princesse. Nos cerveaux fonctionnent de manière similaire. » Camille courut vers Caroline et l'enlaça fortement. « C'est super! Maintenant j'ai quelqu'un qui me comprend vraiment. » La scène toucha tous les présents. Madame Appareillé essuya discrètement une larme, et même Émilie sembla émue. « Caroline, » dit François, « nous voulons que tu saches que cela ne change rien pour nous. Tu es toujours la meilleure chose qui soit arrivée à Camille, et à toute notre famille, » ajouta Madame Appareillé fermement. Émilie hésita avant de parler, mais finit par dire « Caroline, je dois m'excuser. J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter de ce que les autres allaient penser que j'ai presque perdu de vue ce qui était le mieux pour ma fille. Tu as sauvé notre famille. » Cet après-midi-là, Caroline appela Delphine, du groupe de soutien, pour lui parler du diagnostic. La coordinatrice ne montra aucune surprise. « Je m'en doutais, » admit Delphine. « Ta façon d'interagir avec les enfants, ta sensibilité à capter leurs signaux, c'est très courant chez les adultes autistes qui travaillent dans ce domaine. » « Delphine, puis-je te poser une question? Penses-tu que quelqu'un du groupe aurait pu faire cette dénonciation? » « Sincèrement, je pense que c'était quelqu'un de l'extérieur qui nous a vus au parc la semaine dernière. Certaines mères ont commenté avoir vu des gens prendre des photos, des gens qui semblaient observer le groupe. » Caroline soupira. « Les préjugés sont encore très forts, n'est-ce pas? » « Oui, mais ça change. Petit à petit, les gens comprennent que l'autisme n'est pas une incapacité. Et des cas comme le tien, Caroline, aident à briser ces stéréotypes. » Ce soir-là, Caroline écrivit dans son rapport quotidien quelque chose de différent de l'habitude. Camille a eu une excellente journée. La conversation sur la neurodiversité a généré une plus grande proximité et compréhension mutuelle. Recommandation: la famille envisage d'inclure plus d'informations sur l'autisme dans les discussions familiales pour réduire la stigmatisation et renforcer les liens. Lorsqu'Émilie lut le rapport, au lieu de faire des annotations critiques, elle écrivit à la fin de la page « Merci, Caroline, de nous avoir appris à voir notre fille, et toi, avec d'autres yeux. » Ce fut la première fois en moi que Caroline dormit vraiment paisiblement, sachant que son identité avait été non seulement acceptée, mais célébrée par la famille qu'elle avait appris à aimer. 3 semaines après le diagnostic officiel, Caroline se réveilla un vendredi matin avec une sensation étrange dans l'estomac.
Ce n'était pas de l'anxiété. Elle avait déjà appris à reconnaître et à gérer ces épisodes. C'était quelque chose de différent, un mélange de nervosité et d'attente qu'elle ne pouvait pas identifier. La réponse arriva lorsque Camille courut vers elle dans la cuisine, tenant une enveloppe colorée. « Caroline, Caroline, l'invitation est arrivée !» cria la fillette, sautant d'un pied à l'autre. Caroline ouvrit l'enveloppe et lut à voix haute. « Invitation à la première exposition musicale inclusive du groupe Saint-François. Date, samedi prochain, 15 h. Lieu, auditorium de l'école municipale Saint-Étienne. » Émilie apparut dans la cuisine encore en peignoir, attirée par l'enthousiasme de Camille. « Quelle invitation est-ce ?»« La présentation des enfants du groupe de soutien, » expliqua Caroline. « Tu te souviens que j'en ai parlé? Camille va jouer du piano. »« Ah oui, » dit Émilie, mais Caroline remarqua une hésitation dans sa voix. « Et combien de personnes vont regarder ?»« Je ne sais pas, Madame Émilie. Probablement les familles des enfants, quelques invités. Et y aura-t-il des journalistes, des photographes ?» Caroline fronça les sourcils. Même après tous les progrès, Émilie s'inquiétait encore d'abord de l'exposition publique. « Je n'en ai aucune idée, mais est-ce que cela importe ?» Avant qu'Émilie puisse répondre, François entra dans la cuisine déjà habillé pour le travail. « Quelle agitation est-ce ?» Camille montra l'invitation à son père, qui la lut avec un sourire sincère. « C'est super, ma fille. Papa sera là au premier rang pour te voir. »« Et toi, maman ?» demanda Camille, regardant Émilie avec espoir. « Bien sûr, chérie, » répondit Émilie, mais Caroline remarqua qu'elle évita de regarder directement sa fille. Pendant le petit déjeuner, Madame Appareillé descendit les escaliers, portant 2 sacs en tissu. « Bonjour, mes chers, » salua-t-elle en posant les sacs sur la table. « Caroline, j'ai quelque chose pour toi. » Curieuse, Caroline ouvrit l'un des sacs et trouva une robe bleu marine en coton, simple mais élégante, avec des détails brodés à la main. « Madame Appareillé, ce n'était pas nécessaire. »« Bien sûr que si, c'était nécessaire, » interrompit la grand-mère. « Tu vas être sur scène avec Camille, n'est-ce pas? Tu dois être belle. » Caroline était confuse. « Sur scène, je vais rester dans le public à regarder. »« Non, tu ne vas pas, » dit Camille. « Tu vas jouer avec moi. J'ai déjà convenu avec tante Delphine. »« Camille, ma chérie, je ne peux pas monter sur scène avec toi, » expliqua Caroline patiemment. « C'est pour vous, les enfants. »« Mais je ne vais pas y arriver sans toi, » protesta Camille, et Caroline vit des larmes se former dans ses yeux. « Et si j'oublie la musique? Et si je suis trop nerveuse ?» François s'abaissa à la hauteur de sa fille. « Camille, tu as déjà joué cette musique des centaines de fois. Tu peux le faire. »« Je ne peux pas toute seule, » insista Camille. « J'ai besoin de Caroline à mes côtés. » Caroline s'agenouilla aussi. « Princesse, écoute-moi. Tu es beaucoup plus forte et courageuse que tu ne le penses. Tu te souviens quand tu as joué pour ta grand-mère, Madame Appareillé, pour la première fois? Tu étais nerveuse aussi, mais tu l'as fait magnifiquement. C'était différent. C'était à la maison. Là, il y aura beaucoup de gens inconnus. » À ce moment-là, Delphine appela. Caroline répondit, et après une brève conversation, elle raccrocha avec une expression surprise. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda François. « Delphine a dit que Camille a demandé que je l'accompagne au piano. Apparemment, elles ont répété une version à 4 mains de Aquarella de Choupi. »« À 4 mains ?» répéta Émilie. « C'est quand 2 personnes jouent du piano ensemble, » expliqua Camille, de nouveau excitée. « Caroline joue la partie grave et moi, je joue la partie aiguë. C'est magnifique. » Caroline était sincèrement surprise. « Camille, quand as-tu convenu de cela ? » « Mercredi dernier, quand tu es allée aux toilettes, j'ai dit à tante Delphine que je voulais que tu joues avec moi et elle a dit que ce serait magnifique. » François sourit. « Caroline, je pense que tu n'as pas le choix. »« Mais je ne peux pas, je veux dire, est-ce que c'est approprié ?» hésita Caroline. « Pourquoi cela ne le serait-il pas ?» demanda Madame Appareillé. « Tu fais partie de cette histoire de succès autant que Camille. » Émilie resta silencieuse pendant toute la discussion, manipulant nerveusement son téléphone. Samedi matin, la maison était en émoi.
Camille s'était réveillée à 6 heures, trop impatiente pour dormir. Caroline arriva tôt et trouva la petite fille déjà vêtue d'une robe blanche avec des détails bleus que Madame Appareillé avait spécialement achetés pour l'occasion. « Caroline, tu as apporté la robe ?» demanda Camille dès qu'elle la vit. « Oui, je l'ai. Je vais me changer dans un instant. » Pendant la matinée, Camille pratiqua la musique sur le piano du salon au moins 10 fois, avec Caroline à ses côtés. L'harmonie entre elles était parfaite. Caroline jouait les notes graves qui soutenaient la mélodie, tandis que Camille brillait dans les aigus, ajoutant des ornements et des variations qui rendaient la musique encore plus belle. Vers midi, Émilie apparut dans le salon vêtue d'un ensemble discret. « Maman, tu es magnifique !» dit Camille. « Merci, mon amour !» répondit Émilie, mais Caroline remarqua une tension dans sa posture. « Madame Émilie, tout va bien ?» demanda Caroline. Émilie hésita avant de répondre. « Caroline, puis-je te parler? En privé ?» Elles se dirigèrent vers le jardin à l'arrière. Émilie marcha jusqu'au bord de la piscine et se retourna un moment. « Caroline, je dois être honnête avec toi à propos de quelque chose, » dit-elle enfin, se retournant. « Qu'est-ce qui se passe? » « J'ai une peur terrible. » Caroline fut surprise. « Peur de quoi? » « De monter sur cette scène et que tout le monde voit que ma fille est différente, voir qu'elle a besoin de toi pour réussir à se produire. » Émilie essuya une larme qui avait coulé. « Je sais que c'est terrible à admettre. Je sais que je devrais être fière d'elle. » Caroline s'approcha. « Madame Émilie. »« Non, laisse-moi finir, » continua Émilie. « Pendant des mois, j'ai vécu en faisant semblant que si nous suivions des protocoles stricts, si nous contrôlions tout correctement, peut-être que l'autisme de Camille disparaîtrait, comme si c'était une phase. Et maintenant, je sais que j'avais tort. L'autisme fait partie de qui elle est. Et tu m'as aidé à voir que ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose à célébrer. » Émilie prit une profonde inspiration. « Alors aujourd'hui, quand je serai dans le public, je vais célébrer. Ma fille incroyable et toi, qui nous a appris à l'aimer telle qu'elle est. » Caroline sentit ses yeux s'humidifier. « Madame Émilie, tu peux m'appeler simplement Émilie, » dit-elle avec un sourire. « Je pense qu'il est temps. » À 2 heures de l'après-midi, toute la famille se dirigea vers l'auditorium de l'école municipale Saint-Étienne. Caroline était nerveuse, mais en voyant Camille si confiante et excitée, elle sentit son anxiété se transformer en attente positive. L'auditorium était plein, environ 200 personnes, parmi lesquelles des membres de la famille, des amis et quelques professionnels du secteur. Caroline aperçut quelques visages familiers du groupe de soutien et leur fit signe. « Caroline !» appela Delphine, s'approchant de la scène. « Vous êtes prête ?» Camille hocha vigoureusement la tête. Caroline prit une profonde inspiration. « Nous sommes prêtes », répondit-elle. L'auditorium de l'école municipale Saint-Étienne était plongé dans une attente silencieuse lorsque Caroline et Camille montèrent sur scène. Les lumières chaudes du plafond illuminaient le piano à queue noire qui avait été placé au centre, et Caroline pouvait voir des visages curieux et souriants dans le public. Au premier rang, François, Émilie et Madame Appareillé faisaient des signes discrets, transmettant tout le soutien possible. Camille s'avança vers le piano d'un pas décidé, mais Caroline remarqua le léger tremblement de ses petites mains. Lorsqu'elle s'assit sur le banc, la petite fille regarda Caroline avec un mélange de nervosité et de détermination qui toucha profondément le cœur de la nourrice. « Respire profondément, princesse », murmura Caroline, s'asseyant à ses côtés sur le banc double que Delphine avait prévu. « Tu te souviens de notre musique à la maison ?» Camille hocha la tête et plaça ses mains sur les touches. Caroline fit de même, positionnant ses doigts sur les notes graves qui soutiendraient la mélodie de Aquarella. « Bonjour, » dit Delphine au micro. « Notre prochaine présentation est très spéciale. Camille a 7 ans et a découvert dans la musique une façon unique de s'exprimer. Elle est accompagnée par Caroline,
qui, en plus d'être sa nourrice, est quelqu'un qui comprend profondément le langage musical de Camille. Ensemble, elles vont jouer Aquarella de Choupi. Caroline regarda Camille et murmura « Quand tu es prête ». La première note que Camille joua résonna cristalline dans l'auditorium. Caroline entra immédiatement. La musique coulait entre elles comme une conversation intime, chacune sachant exactement quand il était temps de briller. Camille ferma les yeux et se perdit dans la musique, comme elle le faisait toujours. Ses doigts dansaient sur les touches avec une aisance impressionnante, ajoutant de petites variations à la mélodie originale qui la rendait encore plus belle. Caroline l'accompagnait parfaitement, s'adaptant intuitivement à chaque changement que Camille proposait. Lorsque la partie la plus émotive de la musique arriva, Camille ouvrit les yeux et regarda directement le public. Pour la première fois, Caroline vit la jeune fille non seulement jouer, mais se connecter véritablement avec les personnes qui l'écoutaient. Il n'y avait plus d'anxiété sur son visage, seulement la pure joie de partager quelque chose qu'elle aimait. Au milieu de la performance, quelque chose de magique se produisit. Certains enfants du groupe de soutien présent dans le public commencèrent à fredonner la mélodie doucement. D'abord, c'était Jean, puis Anne-Louise, et bientôt, plusieurs voix d'enfants se joignirent dans une harmonie spontanée qui émut de nombreux adultes jusqu'aux larmes. Caroline vit Émilie au milieu de la première rangée, pleurant ouvertement, mais avec un sourire radieux sur le visage. François tenait la main de son épouse et fit un signe discret à Camille, transmettant toute la fierté qu'il ressentait. Madame Appareillé était visiblement émue, murmurant des prières de gratitude. Lorsque la musique toucha à sa fin, Camille joua la dernière note avec une douceur qui plongea l'auditorium dans un silence complet pendant quelques secondes. Ensuite, comme s'ils s'étaient tous accordés, tous se levèrent dans une ovation qui dura presque 3 minutes. Camille se leva et fit une petite révérence, puis se tourna vers Caroline et l'étreignit fort au milieu de la scène. « Nous l'avons fait. Caroline !» dit-elle assez fort pour que le micro capte. « Tu l'as fait, princesse !» répondit Caroline, rendant l'étreinte. « Tu étais parfaite !» Lorsqu'elles descendirent de la scène, elles furent accueillies par des dizaines de personnes voulant les féliciter. Les parents d'autres enfants du groupe s'approchèrent pour complimenter la performance. Certains enseignants de l'école firent des commentaires sur le talent exceptionnel de Camille, et plusieurs enfants vinrent embrasser les deux. « Caroline !» appela une voix familière. C'était le docteur Henry, le psychologue, qui avait participé à la visite du Conseil de protection de l'enfance quelques semaines auparavant. Caroline fut surprise de la voir. « Docteur Henry, que faites-vous ici ? Je suis venue spécifiquement pour vous voir toutes les deux, » expliqua-t-elle avec un sourire sincère. « Après notre conversation, j'étais curieuse de mieux comprendre cette dynamique entre toi et Camille. Je peux dire que j'ai été impressionnée. »« Merci, » dit Caroline, encore sans comprendre complètement. « Caroline, j'aimerais te faire une proposition. J'organise un congrès sur l'autisme et l'inclusion à l'Université de Lyon le mois prochain. J'aimerais que tu participes en tant qu'intervenante. » Caroline resta bouche bée. « Moi ? Mais docteur, je n'ai pas de formation académique. Tu as quelque chose de bien plus précieux, une expérience réelle et une perspective unique. Crois-moi, la communauté scientifique a besoin d'entendre des histoires comme la tienne. » François, qui s'était approché pendant la conversation, mit sa main sur l'épaule de Caroline. « Caroline, ce serait incroyable. Tu accepterais ?» Caroline regarda Camille, qui l'observait avec attente. « Je vais réfléchir. » Caroline réfléchit toujours beaucoup, commenta Camille, faisant rire tout le monde, mais elle prend toujours la bonne décision. Plus tard, lorsque la famille était réunie à la maison pour célébrer avec un dîner spécial préparé par Madame Rose, François fit une annonce qui surprit tout le monde. « Les amis, Émilie et moi avons beaucoup discuté ces dernières semaines et nous avons pris une décision importante. » Tous s'arrêtèrent de manger et le regardèrent. « Nous avons décidé de créer un institut pour les enfants autistes.
un endroit qui offre non seulement des thérapies et un accompagnement, mais aussi des activités comme la musique, l'art, le sport, tout pensé pour valoriser les talents uniques de ses enfants. Caroline faillit s'étouffer avec son jus. « Sérieux ?»« Sérieux », confirma Émilie, « et nous voulons que tu sois notre coordinatrice pédagogique. »« Mais je n'ai pas de formation pour ça », protesta Caroline. « Tu en auras, » dit François. « Nous allons financer une bourse complète pour que tu fasses des études en pédagogie avec une spécialisation en éducation spécialisée. Et pendant que tu étudies, tu coordonneras l'institut basé sur ton expérience pratique. » Camille sauta de sa chaise et courut pour embrasser Caroline. « Tu vas être directrice, comme la directrice de mon école. » Caroline était si émue qu'elle ne put répondre immédiatement. Madame Appareillé se leva de la table et l'étreignit aussi. « Ma fille, tu mérites cela et bien plus, » dit la grand-mère. « Tu as transformé notre famille. »« Non, » répondit Caroline, trouvant enfin sa voix. « Nous nous sommes transformés ensemble. » Cette nuit-là, en écrivant le dernier rapport dans le carnet fleuri, car Émilie avait décidé qu'il n'était plus nécessaire d'écrire des rapports quotidiens, Caroline écrivit « Aujourd'hui, Camille n'a pas seulement joué du piano, elle a volé. Et elle m'a appris que parfois, pour aider quelqu'un à trouver ses ailes, il faut d'abord découvrir les siennes. Merci, famille Martin, de me permettre de faire partie de ce voyage incroyable. » En dessous, Émilie écrivit « Merci, Caroline, de nous apprendre que différent n'est pas moins, c'est juste unique. » François ajouta « Bienvenue dans la famille, officiellement. » Et Camille, avec son écriture encore enfantine, dessina un cœur et écrivit « Caroline, musique dans mon cœur. » Madame Appareillé, enfin, écrivit une prière. Que Dieu continue de bénir cette union d'âmes qui se sont rencontrées au bon moment. Cette nuit-là, Caroline dormit en sachant qu'elle avait trouvé non seulement un emploi, mais un but, et que Camille avait trouvé non seulement une nourrice, mais quelqu'un qui la voyait exactement comme elle était, parfaite dans sa singularité. 14 mois après cette première rencontre au restaurant, Caroline était diplômée en pédagogie spécialisée, dirigeant l'Institut Camille Martin, nom suggéré par la personne Honorée, donnant des conférences sur l'autisme à travers le pays et étant la mère de cœur de la jeune fille qui avait changé sa vie pour toujours. Camille, à 9 ans, donnait des cours de piano à d'autres enfants autistes, parlait couramment de ses émotions et rêvait de devenir pianiste et professeur quand elle serait grande, comme Caroline. Le livre que Caroline avait écrit sur son parcours, Musique et cœur, une histoire de rencontres et de découvertes, était devenu une référence nationale en éducation inclusive. Chaque mercredi, sans faute, Caroline et Camille retournaient au groupe de soutien de l'Église Saint-François, non plus comme des personnes cherchant de l'aide, mais comme des exemples vivants que l'amour, la compréhension et l'acceptation peuvent transformer des destins entiers. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et si vous avez regardé jusqu'ici, commentez « J'ai regardé jusqu'ici » et donnez votre avis sur cette histoire. Ah, et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran final, car elle est très émouvante.